Alors, s'agissant de la plateformisation, comme l'intervention précédente l'a démontré, et puis les interventions d'hier aussi l'ont démontré, la plateformisation correspond à une mutation majeure du travail. Et avec le micro-travail, elle interroge et invite le juriste à rechercher et à imaginer des solutions innovantes d'ordonnancement, de cadre juridique. Comme l'a dit Emmanuel précédemment, hier, on est face à une sorte de taylorisme du 21e siècle avec le micro-travail, et on assiste ici à une morcellisation, une parcellisation, un découpage en petits morceaux du travail. Et sur le plan du droit, avec les micro-travailleurs, nous sommes confrontés aux fondamentaux du droit du travail. Il s'agit en réalité, ce dont il s'agit ici, c'est de la protection de la partie faible au contrat, c'est la question de la dignité des conditions de travail, et c'est aussi la question de la rémunération décente. Donc moi, je vais vous proposer de nous interroger, après le RGPD avec Christine et Quentin, je vais vous proposer de nous intéresser à une autre source de régulation possible. Nous allons nous interroger sur les régulations, sur le statut juridique qui pourrait être celui du micro-travailleur, et nous allons nous interroger sur le fait de voir si le développement de ce type d'activité, de ce type de travail, ne doit pas conduire en réalité à une réinvention des critères du contrat de travail, ou tout du moins à une relecture, à une réécriture des critères séculaire du contrat de travail à l'aune de la plateformisation. Cependant, le temps, même si j'ai 20 minutes, c'est assez court quand même, je vais aller plutôt, enfin, ce que je vais dire, ça va plutôt servir à ouvrir le débat plutôt qu'à asséner des vérités toutes faites. Surtout que je ne suis pas détentrice d'une vérité intangible. Au niveau, donc, je vais proposer, du coup, je vous disais, une réflexion en trois temps. Un premier temps qui sera consacré, qui est destiné à définir, qui était destiné à définir le micro-travail et à montrer pourquoi il est nécessaire de le réguler. J'envisageais de faire un second temps sur la centralité du salariat, c'est-à-dire la possibilité de découvrir un contrat de travail pour le micro-travailleur, sur la relation liant le micro-travailleur à la plateforme numérique, et un troisième temps sur la problématique de la non-saisine. C'est une réflexion que j'ai actuellement sur la question de la non-saisine du juge et sur les autres pistes de régulation. S'agissant de la première partie relative à la nécessaire régulation du micro-travail, je vais faire assez vite, je vais passer assez vite le diaporama dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites hier. Donc, je ne reviens pas sur la définition du micro-travail, vous savez ce que c'est. Sur ses caractéristiques aussi, je pourrais vous envoyer le diaporama si certains le veulent, ou revenir sur ces parties s'il y a des questions. Alors, sur la question de savoir pourquoi réguler le micro-travail, donc cette diapositive-là, je dirais que l'intérêt économique à réguler le micro-travail, il est évident pour les États, puisqu'il y a un manque à gagner, le fait qu'il n'y ait pas de régulation pour les micro-travailleurs, c'est quand même des millions de personnes, d'après Antonio Casilli, des millions de travailleurs, de micro-travailleurs de par le monde, pour lesquels il n'y a pas de versement de cotisation de sécurité sociale, pour lesquels la fiscalité n'est pas là. Donc, c'est véritablement un manquement, un manque à gagner pour les États. Sur le plan juridique, il y a effectivement des intérêts à réguler le micro-travail, puisqu'on est face à la question de droits humains, et le droit ne peut pas rester indifférent à une exploitation à but lucratif de l'activité humaine sans cadre juridique clair. De plus, le vide juridique en droit n'existe pas, donc il faut trouver les règles qui s'appliquent effectivement à ce type d'activité. Quoi qu'il en soit, sur le plan du droit, on est face à un objet juridique ici non identifié, qui pose d'autant plus problème que si on compare le micro-travailleur aux autres travailleurs des plateformes classiques, on se rend compte très vite que le micro-travailleur est dans une situation encore plus précaire et encore plus fragile que celle du travailleur de plateforme classique. J'entends par travailleurs de plateforme classique les travailleurs de mobilité, enfin les travailleurs de mobilité et les plateformes de mobilité, les plateformes de livraison de repas. Pour le micro-travailleur, on a une grande vulnérabilité pareille, mais il n'y a pas du tout de statut, puisqu'ils ne sont pas immatriculés en tant qu'indépendants. Il n'y a pas de protection sociale du tout, aucun droit spécifique. Les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas, ils sont complètement invisibilisés, et la jurisprudence n'a pas d'occasion, ou très peu d'occasion, elle n'a eu qu'une fois l'occasion de se prononcer sur cette question du micro-travail. Donc, on est face véritablement à un objet juridique non identifié, en tout cas que le droit ne saisit pas à l'heure actuelle.
Si on regarde les plateformes, ce que disent les plateformes, Emmanuelle l'a évoqué hier lorsqu'elle a parlé des conditions générales de vente et des conditions générales d'utilisation. Ce que je peux vous dire, c'est simplement, très rapidement, que les plateformes excluent complètement et expressément dans les clauses des conditions générales des CGU le salariat. Elles disent qu'il n'y a pas de relation de travail entre les micro-travailleurs et la plateforme. Avec Emmanuel, on a commis un article qui a été publié à la Revue Droit du Travail dans lequel nous nous étions intéressés aux régulations alternatives au salariat. Et nous avions envisagé tout un tas de possibilités de cadres juridiques possibles, tels que le travailleur indépendant, le statut du travailleur indépendant, le statut du bénévole, le contrat de jeu, le droit de la consommation, le droit des obligations, le droit des contrats à responsabilité et le droit commercial. Et on s'est rendu compte, après avoir suivi toutes ces pistes, qu'aucune de ces pistes n'était juridiquement ne permettait juridiquement d'encadrer effectivement le micro-travailleur et de rendre compte de la situation concrète que vivent les micro-travailleurs. In fine, au bout de cette recherche que nous avons menée avec Emmanuel, nous nous sommes rendus compte de la centralité du contrat de travail qui ressort de toute façon comme une évidence. Seul le salariat paraît adapté à la situation des micro-travailleurs des plateformes. Donc, la centralité du salariat. Le micro-travailleur est-il un travailleur subordonné? Le micro-travailleur est-il un travailleur comme un autre? Alors, sur cette question, je voudrais commencer par dire que ce n'est pas parce que la plateforme exclut l'application du droit du travail que cela signifie de facto que le droit du travail ne peut pas trouver à s'appliquer. Ce que nous enseigne depuis des lustres la jurisprudence, notamment de la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'est que ce qui compte, au-delà des termes du contrat, ce sont les faits. C'est ce qu'elle dit dans l'arrêt Société Générale, dans les arrêts fort connus, l'île de la Tentation. Vous voyez sur la diapositive. Donc, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée l'activité professionnelle. Dès lors, effectivement, ce sont les juges qui sont amenés en droit français à qualifier la relation qui unit le travailleur à son employeur et donc qui pourrait unir éventuellement le micro-travailleur à la plateforme. Je rappelle que les critères du contrat de travail en droit français sont au nombre de 3, que ce sont 3 critères cumulatifs que les juges vont vérifier: prestation de travail, rémunération et lien juridique de subordination. Donc, il s'agit, c'est à travers une appréciation au cas par les juges que peut ressortir l'existence ou pas d'un contrat de travail. Alors, le problème en droit français, c'est que sur le plan jurisprudentiel, on n'a pas grand-chose au niveau du micro-travail de plateforme. On n'a en réalité qu'une seule affaire. Alors là, sur ce diapositive, j'avais envisagé les différentes saisines possibles, les voies de saisine du juge possibles. Il y a 4 hypothèses. L'hypothèse où c'est le micro-travailleur qui serait déconnecté par la plateforme, qui saisirait le Conseil des prud'hommes dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a l'hypothèse aussi des URSSAF qui feraient un procès verbal pour travail dissimulé dans le cadre de leur contrôle. L'hypothèse 3, ça serait par exemple les inspecteurs de l'ADRITS qui, lors d'un contrôle, dresseraient un procès verbal d'infraction pour travail dissimulé. Pareil, hypothèse 4, l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui est un organe pluridisciplinaire spécialisé de la gendarmerie, qui pourrait mener des investigations, qui pourrait conduire au constat de travail dissimulé. C'est cette 4e hypothèse qui a été l'hypothèse dans laquelle on est arrivé à l'affaire Click and Walk. Alors, l'affaire Click and Walk, c'est la seule affaire dans laquelle il est question de micro-travail, la seule décision que la Cour de cassation, chambre criminelle de la Cour de cassation, a pu connaître et a pu rendre à propos des micro-travail. Dans cette décision, affaire Click and Walk, donc, les click walkers sont des micro-travailleurs, ont été complètement exclus par la jurisprudence, donc par la Cour de cassation, du champ d'application du droit du travail. Je vous ai mis les références, pour ceux qui ne sont pas français, de cette décision. Ce que dit la Cour, c'est qu'ici, il s'agit d'un particulier que le particulier qui accepte par l'intermédiaire d'une plateforme numérique gérée par une société d'exécuter des missions consistant, dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leurs exécutions, n'est pas pendant l'exécution de la mission, n'est pas évidemment lié par un contrat de travail à la plateforme. Alors, cet arrêt, Click and Walk, je trouve que c'est tout à fait une occasion manquée de la part de la Cour de cassation d'appliquer le droit du travail.
Et dans cette affaire, la Cour de cassation exige que le micro-travailleur, enfin, prend acte du fait que le micro-travailleur puisse abandonner à tout moment sa mission et considère que le fait qu'il puisse abandonner à tout moment sa mission est un élément qui permet de l'exclure de la subordination, d'exclure toute subordination, alors que ça, ce n'est pas, selon moi, un élément pertinent dans la mesure où tout travailleur, quel qu'il soit, peut tout à fait arrêter son travail s'il le veut, soit en démissionnant, soit en exerçant son droit de retrait, et j'en passe. Autre chose, la Cour de cassation, pour le micro-travailleur, la Cour de cassation semble exiger une subordination beaucoup plus intense que pour les autres travailleurs, puisqu'elle exige que la subordination s'exprime durant même l'exécution de la prestation de travail, en même temps que l'exécution de la prestation de travail. C'est la seule affaire, à ma connaissance, pour laquelle les juges semblent exiger une subordination beaucoup plus forte que pour les autres travailleurs, une subordination de bout en bout dans l'exécution de la prestation. Il semble ici que la Cour de cassation ait ajouté une condition au lien de subordination et que du coup, elle ait réinventé les critères du contrat de travail, mais seulement pour le micro-travailleur, pas pour les autres travailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de décision derrière après concernant les micro-travailleurs. Donc, cette double lecture des critères du contrat de travail conduit, in fine, à une appréciation différenciée de ces critères pour les micro-travailleurs, semble-t-il. Et l'arrêt Click and Walk est tout à fait discutable sur ce point. Et cette solution n'est pas du tout satisfaisante, puisque, selon moi, enfin selon nous, le micro-travailleur devrait être considéré comme les autres travailleurs. D'ailleurs, il y a dans le Code du travail français des dispositions relatives aux travailleurs à domicile qui collent parfaitement à la situation du micro-travailleur. Le travail à domicile correspond qui est prévu à l'article L7412-1, correspond en tout point à la situation du micro-travailleur, il me semble, sauf que le micro-travailleur exerce sa prestation de manière numérisée, de manière dématérialisée, alors que le travailleur à domicile, pas forcément. Donc, on ne comprend pas pourquoi on arrive à cette exclusion du salariat. Là, je reviens sur... J'étais en train de... Oui. Le travail à domicile donc, pourrait parfaitement être appliqué ici. Il serait tout à fait possible d'assimiler le micro-travailleur à un travailleur à domicile, notamment par le biais d'une présomption de salariat à domicile pour les micro-travailleurs. Rien juridiquement ne permet de l'écarter. Sur ce point, sur le point de la question de la présomption, je renverrai à la présentation de Camille, mais il y a une directive du 14 octobre là, qui vient d'être validée, par le Conseil du 14 octobre 2024 qui vise à apporter des garanties aux travailleurs des plateformes et qui établit une présomption réfragable d'emploi pour les travailleurs de plateforme. Et évidemment, d'après mon analyse, si le législateur français n'écarte pas pour le micro-travailleur, cette présomption de salariat, le micro-travailleur pourrait voir sa tâche facilitée dans l'administration de la preuve, puisqu'il bénéficierait automatiquement de la présomption légale. Cependant, donc du coup, par contre, il faudrait en l'espèce que quelqu'un saisisse les juges pour que l'opération de requalification puisse avoir lieu, puisque le fait de poser une présomption de salariat, dans ce cas de figure-là, elle serait réfragable, donc la preuve contraire par la plateforme pourrait être apportée, on se retrouverait devant un litige et il faudrait que quelqu'un saisisse le juge. Or, c'est là tout le problème du micro-travail, c'est l'absence de saisine du juge. C'est la problématique non pas du recours au juge, mais c'est la question du non-recours au juge qui pose problème. Donc, en France, en effet, il y a très peu de contentieux au total sur le travail via les plateformes. Le contentieux qu'on voit, les arrêts Uber, Deliveroo, Easy, Take It Easy, etc., que l'on voit, ils sont hyper visibles parce qu'ils sont hyper commentés. Dès qu'il y a une décision de justice, tout le monde saute dessus, la commente, etc. Et donc, on a l'impression que c'est un contentieux énorme. En réalité, il y a très peu. Quand on regarde le contentieux de la qualification, je suis en train de travailler sur un autre projet avec Émilie Serverin sur ces questions-là. Quand on regarde le contentieux de la qualification, il y a effectivement très peu de contentieux sur le travail via les plateformes en général. Et sur le micro-travail, c'est quasi inexistant. C'est même inexistant. À part l'affaire Click and Walk, je n'ai pas fini de tout rechercher, mais en tout cas, à part l'affaire Click and Walk, il n'y a pas d'autres contentieux
là je ne parle pas de jurisprudence, mais de contentieux devant les juridictions de première et de seconde instance, il n'y en a pas s'agissant des micro-travailleurs. Donc on a seulement cette décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation et cet avis de la chambre sociale de la Cour de cassation. Effectivement, pourquoi on a très peu de saisine, et ben parce qu'avec le micro-travail, on assiste à un découpage, je l'ai déjà dit, en morceaux du travail, en petites tâches, très faiblement rémunérées. C'est un travail qui est fait à distance, qui recouvre tellement d'individus différents dans des situations sociales différentes, voire dans des pays différents, qu'il devient insaisissable. La plateforme, d'ailleurs, joue sur ce morcellement des tâches, sur le nombre des tâches, sur la foule qui travaille pour elle, pour dire que ce n'est pas du travail salarié. Et du coup, les régimes juridiques séculaires, comme nos fameux critères du contrat de travail, ces régimes juridiques séculaires qui inconsciemment renvoient toujours au modèle du contrat à durée indéterminée à temps plein, et ben ces régimes juridiques séculaires, ils s'épuisent face à ces petites tâches parcellisées, dématérialisées, qu'on ne voit pas. Donc, ce découpage du travail en petites tâches s'accompagne d'une dilution des préjudices, voilà, dilution des préjudices, une dilution des droits, une dilution des responsabilités, et chaque personne prise individuellement subit donc un tout petit préjudice à chaque mission, et s'il y a un intérêt à agir sur le plan juridique, puisqu'il y a effectivement un préjudice, l'intérêt à l'action, c'est-à-dire à la saisine effective du juge, n'y est pas. Quand le décalage est en fait trop grand entre le temps et l'argent que l'on investit, qu'on dépense dans un procès et le résultat escompté, eh ben, l'enjeu est trop faible et les parties laissent tomber. C'est pour ça, effectivement, je pense qu'il y a très peu, qu'il n'y a pas de contentieux ou très peu de contentieux autour du micro-travail. Donc, in fine, ce que je pourrais dire, je vais passer du coup à la conclusion. Allez, je vais passer directement à la conclusion. S'il y a des questions, je reprendrai. Alors, s'agissant, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que, in fine, le micro-travail est à ce jour un angle mort du droit. Un angle mort, et on le voit quasiment. D'ailleurs, on en parle beaucoup, mais nous, en tout cas dans nos cadres de nos recherches, c'est un objet qui nous intéresse, mais le droit ne l'a pas encore saisi. J'ai mis en exergue l'incohérence de l'exclusion du salariat pour le micro-travail dans l'affaire Click and Work. Cette affaire était assurément une occasion ratée d'appliquer le droit du travail. Je l'ai dit, en ajoutant des conditions supplémentaires à l'existence d'un lien de subordination, cet arrêt, Click and Work, a exclu le micro-travailleur du salariat, et du coup, on assiste à une forme de réinvention des critères du contrat de travail applicables seulement aux micro-travailleurs. Le législateur va-t-il saisir l'occasion de la directive de 2024 pour corriger le tir et l'appliquer à tous les travailleurs, y compris aux micro-travailleurs? Rien n'est moins sûr. Cependant, il n'en reste pas moins que le jeu de la présomption permettrait de contraindre les plateformes à déclarer ces travailleurs et permettrait aux travailleurs de voir leurs droits garantis sans avoir besoin de saisir le juge, puisque quand on parle de présomption légale, même si elle est réfragable, ils ont des droits sans avoir à saisir le juge pour les voir reconnaître. Les enjeux économiques sont importants et du coup, ça pourrait peut-être être un mobile, le législateur pourrait peut-être y trouver un intérêt. Pour faciliter le recours du juge, je voudrais finir avec ça, pour faciliter le recours du juge, le législateur pourrait aussi ouvrir des actions de groupe pour les travailleurs du clic, notamment comme il l'a fait en droit de la consommation, permettre notamment aux syndicats de pouvoir saisir le juge et pour permettre une collection, une série de litiges individuels portés par un syndicat ou par une association habilitée à le faire. Donc, la mise en place de tels mécanismes aurait l'avantage de faire entrer de l'argent dans les caisses soi-disant vides de l'État, de construire une forme de protection pour le travailleur du clic et d'ouvrir le champ du contentieux qui permettrait au juge à nouveau de se prononcer sur cette question et de rendre sa jurisprudence plus cohérente. Puisque là, on s'est arrêté à l'arrêt Click and Walk et il n'y a plus rien derrière. Du coup, le juge n'a même pas eu l'occasion de réitérer sa jurisprudence, voire de la renverser ou de l'annuler. Mais à ce jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, faute de litige porté devant les tribunaux, la jurisprudence ne peut pas évoluer. Donc, tout reste entre les mains du législateur. Et là, ça relève plus du politique que d'autre chose. Donc, c'est un choix politique qui reste à faire
on va voir avec la réaction du législateur derrière, la manière dont le législateur transposera la directive dont va vous parler tout à l'heure Camille Percher. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie.